Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus dans cette émission 77 News qui fait la rétrospective de l'actualité internationale hebdomadaire sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Au sommaire de cette émission, 4 faits marquants. Le fait politique nous conduira au Burundi où Pierre Nkurunziza a officiellement déposé le 8 mai sa candidature à un troisième mandat. C'est pour cette raison qu'une partie de la population proteste depuis des jours, en particulier à Bujumbura. Il estime que la mobilisation dans la rue vire à l'insurrection, mais que les manifestations seront, je cite, maîtrisées d'ici peu. Devant le président sortant, il doit donc rester droit dans ses bottes. Le fait diplomatique nous amène au Gabon, où 4 chefs d'État se sont retrouvés pour essayer d'apporter les réponses appropriées aux problèmes de la sous-région. Ils ont réalisé qu'il n'était plus question de faire l'économie du temps, mais plutôt d'agir en vue de concrétiser le rêve d'une zone communautaire totalement intégrée. Résultat, la libre circulation des personnes se fera, non sans grincement de dents. Le fait sanitaire consacré à la contrefaçon des produits médicamenteux en Afrique attirera notre attention sur les effets pervers de cette pratique et ses conséquences sur les populations. Nous aborderons également dans les brèves la situation politique en République démocratique du Congo, au Nigeria avec les premières victoires de l'armée face à Boko Haram et en République centrafricaine où après 3 jours de travaux en groupe thématique du forum de Bangui, la plénière devait débattre à partir de ce samedi, donc hier, des propositions faites. Parmi ces propositions, celle de réhabiliter et moderniser les chefferies traditionnelles en tant qu'acteurs de la paix. Dans le cœur de l'émission, Aziz Maïga fera le condensé de l'actualité de ce jour et vers la fin du magazine, Michel Épée passera en revue quelques coupures de presse internationale. Sur ce plateau, je me trouve déjà avec les 2 éditorialistes, Samperonba et Michel Épée. Dina Koussou, Léa Tam, Judith Koindo de la rédaction nous rejoindront à tour de rôle. Messieurs, bonsoir. 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 Et bienvenue. Tout de suite, l'image de la semaine. Dans un rapport de l'ONU, plusieurs enfants centrafricains accusent des militaires français de l'opération Sangaris d'agression sexuelle et de viol. Les autorités françaises ont saisi la justice et diligenté une enquête du ministère de la Défense, d'abord dans le secret le plus absolu, puis depuis quelques jours, l'ouverture d'une information judiciaire à Paris. Que s'est-il passé exactement? Où en sont les enquêtes? Comment réagissez-vous à cette affaire, Michel Épée? Écoutez, c'est une affaire pour le moins gravissime. Et là, je pèse mes mots et je pense que l'armée française était arrivée en Afrique pour une mission humanitaire, comme la tradition de la Grande Muette le veut. Et il se trouve simplement qu'elle est frappée des familles, puisque ses représentants ont agi avec la barbarie la plus absolue. Comment pouvez-vous imaginer que des adultes violent des enfants qui sont en défense, qui ont entre 9 et 15 ans? Et je pense que c'est un fait innommable et je m'inscris dans une logique de... mon indignation est grande par rapport à ce fait. Oui, mais clairement, c'est l'indignation, c'est le scandale, puisque ces militaires français qui sont accusés par des enfants de 8 à 11 ans sont venus pour rétablir la paix. Et très clairement, c'était un scandale parce que c'était un rapport de l'ONU qui a révélé les faits. Et la responsable, ou du moins une des responsables du Bureau intégré des Nations Unies en Centrafrique, a attendu pendant un temps que l'ONU engage une procédure vis-à-vis de ces militaires-là. Mais ce que l'organisation n'a pas fait, il a fallu, et là il faut saluer l'initiative du gouvernement français, il a fallu que le rapport soit remis au gouvernement français pour que celui-ci engage une procédure judiciaire. Je dis qu'il faut saluer l'initiative du gouvernement français parce qu'effectivement, il aurait été maladroit pour la France de ne pas prendre la mesure de ses responsabilités dans cette situation. Mais la France sortira de cette situation plus grande si effectivement les militaires en question sont jugés de façon impartiale. Sinon, on retomberait dans les travers de la colonisation. Effectivement, ces militaires qui, pour le moment, sont présumés innocents ou présumés coupables, en tout cas, c'est selon le côté sur lequel on peut s'appuyer pour traiter cette information, vont être jugés si jamais ils sont convaincus de ces forfaits, mais vont être jugés en France, non pas en Centrafrique,
Parce qu'il y a des clauses qui autorisent la France à juger ses soldats sur le sol français. Je précise que c'est un rapport, une enquête diligentée par l'ONU qui a par la suite, à la suite d'un certain nombre de faits avérés, a envoyé le rapport à Paris. Et il se trouve simplement que depuis 9 mois, Jean-Yves Le Drian et ses services avaient déjà le rapport. Et je pense qu'ils ont souhaité gagner du temps. Puisque sur un certain nombre déjà de fronts de bataille, que ce soit en Côte d'Ivoire et à RDC, l'armée française était déjà, enfin les membres de l'armée française s'étaient déjà illustrés par ce type de fait. Et je peux donc imaginer que le gouvernement socialiste ne souhaitait pas être éclaboussé par ce scandale supplémentaire alors qu'il pensait bien faire. Et donc, ils seront jugés par la justice française, puisque les tribunaux militaires n'existent plus pour pareilles exactions dans l'Hexagone. Samperon, ce sont des faits très crédibles, hein, vu que l'Organisation des Nations Unies a été interpellée par un certain nombre d'organisations non gouvernementales sur place, notamment une organisation au sein de laquelle vivaient des enfants qui ont été violés. Cette organisation a entamé une enquête à son niveau qui a révélé un certain nombre de choses assez graves. Donc cette organisation était obligée de faire intervenir l'ONU basée sur place à Bangui. Est-ce que dans ce type de situation où on voit qu'il y a beaucoup de parties sur le sol, sur un territoire bien donné, et que ce genre de faits sont observés, sont découverts, est-ce que cela n'entame pas la crédibilité, par exemple, d'une institution comme l'armée française, qui normalement doit donner des consignes aux soldats pour se tenir tranquille? Mais normalement, tout militaire doit respecter un code de conduite, un code d'honneur qui normalement devrait lui épargner certaines turpitudes. Malheureusement, ce sont des êtres humains qui peuvent céder à un certain nombre de tentations. Il me semble que les actes posés sont graves, puisqu'il s'agit d'enfants, de petites filles de 8 à 11 ans. Je ne vois pas comment les faits pourraient s'avérer inavérés, dans le sens où c'est des enfants de 8 ans à 11 ans, mais à 8 ans, 11 ans, on est capable d'identifier et de relater des faits de traumatisme, à l'origine de traumatisme. Donc, très clairement, l'armée française a souvent eu à faire face à ce genre de situation, à ce genre de drame. Elle a souvent été attaquée ou accusée à tort ou à travers, de façon juste quelquefois aussi. Elle a souvent été attaquée pour les actes répréhensibles des militaires qui sont envoyés sur le terrain. Mais très clairement, il me semble que la France, comme je l'ai dit tantôt, la France doit prendre la mesure de ses responsabilités. Ce sont des militaires, certes, mais ce sont des hommes, des pères de famille, des grands frères qui doivent être jugés convenablement pour qu'effectivement les pays africains qui ont souvent accueilli les Français ou qui ont souvent appelé la France à l'aide dans des situations de catastrophe ou de conflit soient assurés qu'en leur apportant la paix ou l'interposition, que ces militaires-là vont leur apporter aussi une certaine sécurité. Parce que lorsqu'on n'est plus en sécurité, alors qu'on a fait appel à des personnes qui sont censées vous apporter la sécurité, on est complètement hors de ces missions. Le président, nous en restons là pour cette image de la semaine. De toute façon, on attendra les conclusions de cette enquête qui a été ouverte. Je rappelle qu'une information judiciaire a été ouverte au tribunal de Paris. On attend donc les conclusions de cette enquête. Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a déposé vendredi sa candidature pour un 3e mandat malgré la mobilisation de l'opposition. Ses détracteurs manifestent depuis 2 semaines contre cette candidature qui est, selon eux, contraire à la Constitution et aux accords d'Arusha qui ont mis fin à la guerre civile. En 2005, le Conseil constitutionnel a donné cette semaine son feu vert au président qu'il juge en droit de se présenter à nouveau le 26 juin dans la mesure où il n'a pas été élu
au suffrage universel pour son premier mandat. Suivons ce reportage de Dina Koussou. Elle nous rejoindra sur ce plateau avec Michel Épée. On débattra. Nous sommes dans le fait politique. Alors que des manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza sont graduelles au Burundi, la Cour constitutionnelle a décidé ce mardi de valider la candidature de l'actuel chef de l'exécutif en vue de mettre fin à toute revendication. Cette instance judiciaire qui a récemment été frappée par la démission de l'un de ses membres, en la personne du vice-président qui est allé se réfugier au Rwanda à cause des pressions du régime Nkurunziza, a décidé à l'unanimité de valider la participation à la course à la magistrature suprême du numéro 1 burundais. Pour les membres de la plus haute importante juridiction du Burundi, cette candidature n'est pas contraire à la Constitution, encore moins aux accords d'Arusha. Les deux articles qualifiés d'être ambigus ont été interprétés. Les juges reconnaissent que les accords d'Arusha ne prévoient que 2 mandats présidentiels, que c'était bien l'intention des négociateurs, mais ils évoquent un contexte compromis à un moment où l'esprit des Burundais n'était pas apaisé. Pour la Cour constitutionnelle, l'article 302 a ouvert la possibilité d'un 3e mandat pour le président, vu que son premier mandat était un mandat spécial. Dans ce pays de la zone des Grands Lacs, le bilan des morts et des blessés ne décroît pas. Malgré tous les démentis du gouvernement de Bujumbura, la répression semble être la méthode choisie par les plus hautes autorités. Dina Koussou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous suivez depuis très longtemps cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Burundi, à Bujumbura, où le président Pierre Nkurunziza a décidé de se présenter pour un 3e mandat à la présidence de la République. Je vous ai d'ailleurs vu sur un tout autre plateau dans 7-3 débattre de cette question avec Michel Épée, qui est là ce soir, et un invité, un juriste qui avait effectivement présenté la situation du point de vue juridique. Alors aujourd'hui, on voit bien que Pierre Nkurunziza est droit dans ses bottes. Il veut absolument briguer ce 3e mandat. La question qui me vient tout de suite à l'esprit est de savoir si on devrait effectivement appeler ce mandat le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Justement, la question fait bien d'être posée au regard de la Constitution, des accords d'Arusha qui ont quand même apporté la démocratie au Burundi. Mais pour revenir quand même à votre question, parce qu'elle est fondamentale, j'imagine que de nombreux Africains, à l'heure où on parle, s'interrogent sur l'appellation, 3e mandat ou non. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que disait, sur ce qu'on disait sur l'un des plateaux sur Canal 7. Effectivement, sur le point de la forme, c'est exactement un 3e mandat parce que ça va faire, s'il est élu, il faut le préciser, ça fera 15 ans à la tête de l'exécutif au Burundi et 15 ans, c'est l'équivalent justement de 3 mandats présidentiels. Mais sur le plan du fond, en réalité, si on se réfère à la constitution burundaise, notamment l'article 96 de cette constitution qui précise bien qu'un président a le droit, sinon une personne a le droit de se présenter et briguer même le poste présidentiel une fois renouvelable et il doit être élu à un suffrage universel direct, je tiens à préciser, parce qu'il faut quand même dire qu'en 2005, c'était un suffrage universel indirect ou même un scrutin spécial, c'était une désignation du Parlement, c'est vrai que c'était un vote, mais ce n'est pas le suffrage universel direct. Donc oui, pour revenir à votre question, est-ce qu'on parle de 3e mandat ou non? 3e mandat de fait, mais sur le fond, en réalité, c'est un 2e mandat. Michel Épée, nous ne sommes pas sur 7-3 et Fred Moussok n'est pas sur ce plateau. Je pense que vous avez un certain nombre d'idées que vous avez défendues au cours de ce débat avec Fred Moussok. Effectivement, Pierre Nkurunziza se présente à nouveau et la question que j'ai posée à Dina Koussou, je crois que je vais vous la poser également. Est-ce qu'on peut appeler ce mandat un 3e mandat si on considère que c'est un premier mandat qui lui avait été décerné au suffrage universel indirect? Alors, ce que je voudrais d'abord affirmer avec force ce soir, c'est que Pierre Nkurunziza s'inscrit un peu dans la posture de certain nombre de chefs d'État en Afrique. C'est un pouvoiriste à tout craint. C'est-à-dire que coûte, il faut qu'il se maintienne au pouvoir. Alors, il a donc profité d'une brèche minime que lui laissait la Constitution, puisque l'accord d'Arusha, effectivement, a culminé vers une désignation par le Parlement et qu'effectivement, si on s'en tient au suffrage universel direct,
il pourrait postuler. Et je crois donc que la Cour constitutionnelle de son pays a tranché le débat. Alors, mais moi, je m'inscris dans une logique politique. Je ne peux pas imaginer que ce soir, de nombreux Burundais, ces fameux combattants de l'espérance qui demandent plus de démocratie, plus de liberté, sont pourchassés, sont obligés de se terrer. Je ne peux pas imaginer qu'un chef d'État qui aime son peuple se comporte comme ça. Donc moi, je m'inscris donc sur le terrain strictement politique, dans le rapport de force qui oppose aujourd'hui Pierre Nkurunziza et une partie de son peuple. De nombreux observateurs et même de nombreux membres de la communauté internationale l'ont appelé à l'apaisement, l'ont appelé à créer une plateforme de dialogue. Et je pense qu'il n'a écouté personne. Et les déclarations que j'ai écoutées tout au long de la journée m'ont fait froid dans le dos, puisque c'est à peine s'il n'a pas dit que le calme y régnera par tous les moyens. Alors j'ai bien peur que le bilan qui s'élevait déjà à plus de 13-14 morts ne s'alourdisse ce soir. Une vingtaine de morts à peu près. Alors Dina Koussou, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que bien avant que Pierre Nkurunziza ne déclare sa candidature, il y avait déjà des velléités de modification de la constitution burundaise. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale ne lui avait pas infligé ce camouflet qu'il avait lui-même, si vous voulez, appelé de tous ses voeux, parce que à ce moment précis, il demandait à l'Assemblée nationale de modifier la Constitution, ce qui devait lui permettre de briguer en toute liberté ce mandat présidentiel qu'il brigue aujourd'hui. Je n'ose pas le nommer aujourd'hui parce que je ne sais pas si c'est un troisième ou un deuxième mandat, mais quand même, l'Assemblée nationale avait refusé de modifier la Constitution. Et je crois que là, c'est un passage en force qu'il opère, puisqu'effectivement, l'article 96 est basé de la constitution burundaise est basé sur les accords d'Arusha. Parce que j'ai l'impression que cette constitution qui a été faite au Burundi a été faite après les accords d'Arusha. Et que cet article est basé sur les accords d'Arusha. Comment veut-il fouler aux pieds les accords d'Arusha qui préexistent à la Constitution de 2000. Il faut peut-être signaler quelque chose aux téléspectateurs, c'est-à-dire qu'il y a eu des accords d'Arusha qui naissent de la guerre civile au Burundi, une guerre entre deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. Les Burundais s'entretuaient entre eux et ils vont finalement se retrouver en Tanzanie et naîtra ces accords d'Arusha qui viendront rétablir la paix, la réconciliation au niveau du peuple burundais. Maintenant, pour revenir à la question justement que vous posez, je voudrais dire que la constitution burundaise et les accords d'Arusha ne sont pas, je veux dire, il n'y a pas de distinction réelle. Il y a peut-être un élément en plus que rapporte la constitution burundaise, pour être plus clair. C'est-à-dire que les accords d'Arusha précisent bien qu'un candidat ou bien qu'un président de la République n'a droit qu'à 2 mandats. Mais la Constitution qui naît des accords d'Arusha, qui d'ailleurs arrive en 2005, vient préciser que 2 mandats au suffrage universel direct. C'est peut-être la précision qui est de mise et qui est importante. Et qu'est-ce qui peut justifier le fait que Pierre Nkurunziza ait voulu modifier la Constitution Heureusement, peut-être pour avoir droit à se présenter 3, 4 fois, 5 fois. Peut-être que n'avait-il pas bien interprété la Constitution. Non, j'ai envie de dire, j'ai envie de croire dans ma tête que dans une logique de confiscation peut-être du pouvoir, de maintien au pouvoir, il aurait peut-être voulu qu'au lieu que ça soit renouvelable le mandat une seule fois, que cela soit renouvelable 2, 3 fois, comme on voit un peu dans certains pays africains. Heureusement, les députés de l'Assemblée nationale sont restés sereins. Ils ont compris qu'il fallait garder la priorité au peuple, les décisions du peuple et rester démocratique. Et ils n'ont pas accepté cette modification de la Constitution, mais toutefois, il faut dire que la Constitution confère à Pierre Nkurunziza le droit de se présenter. On va terminer sur cette question. On voit bien que la candidature de Pierre Nkurunziza n'a pas été du pain béni pour le peuple burundais, jusque-y compris au sein même du CNDD, FDD de Pierre Nkurunziza, où on a vu des dissensions, où on a vu des distanciations d'un certain nombre de partisans. Je prends pour exemple un dissident, celui de il y a un sénateur, Richard Nibesha, qui était un sénateur du CNDD et qui a
clairement dit que Nkurunziza ne peut pas se représenter et que sa candidature n'irait pas dans la logique de la constitution burundaise. C'est aussi ce qu'a dit l'Église catholique burundaise, c'est aussi ce qu'ont dit un certain nombre de représentants de la communauté internationale. C'est vrai que je corrobore un peu vos propos en disant que du point de vue politique, Pierre Nkurunziza ne devrait pas s'entêter. Alors, je pense en effet, effectivement, que nous sommes dans une situation extrêmement embarrassante. C'est-à-dire qu'il a brandi tous les arguties juridiques, la Cour constitutionnelle de son pays est venue à son secours, et que de ce point de vue, comme je le dis depuis quelques jours, le débat est tranché. Mais je dis simplement que dans la situation explosive qui existe aujourd'hui, il faut simplement rappeler que le Burundi est toujours l'un des pays les plus pauvres du monde et que le projet de société qu'avait décliné Pierre Nkurunziza il y a 5 ans, quand il s'était présenté, quand on le décortique, on voit effectivement qu'il avait promis beaucoup de choses. Et que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan d'éducation, il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat palpable. Alors vous pouvez imaginer le dépit de ceux à qui il avait fait toutes ces promesses. Et je crois donc qu'il y a déjà un désaveu par rapport au bilan qu'il a eu. La deuxième chose, et je pense que c'est une circonstance aggravante pour lui-même et puis pour tous ceux qui le soutiennent, c'est qu'il y a cette gestion clanique du pouvoir. C'est-à-dire que ses proches et les membres de sa famille ont fait main basse sur tous les espaces d'influence dans son pays. Et je crois donc, comme Blaise Compaoré hier et beaucoup d'autres, je pense que c'est un fait qui mérite d'être souligné et qui, je crois aussi, a contribué à exacerber les tensions pour l'amener à partir du pouvoir dès ce soir. Dina Koussou, merci d'être arrivé sur ce plateau. Je suppose que 7-3 pourrait encore prendre à bras le corps ce sujet puisque c'est un sujet d'actualité. Merci. Nous partons dans les brèves politiques de cette émission. D'abord en République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange pourrait discuter avec l'opposition pour éviter à son pays le type de crise qui secoue le Burundi. S'il est vrai que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, candidat à l'élection présidentielle 2016, il n'en demeure pas moins vrai non plus que le chef de l'État congolais est préoccupé par la stabilité de son pays à la lumière de la crise politique actuelle au Burundi, crise liée au 3e mandat que brigue son homologue burundais Pierre Nkurunziza. Selon certaines sources, Joseph Kabila aurait décidé de négocier avec l'opposition pour une transition paisible vers 2016. Michel Épée, on pourrait partir de Carib dans Silla. Mais, écoutez, que veut Joseph Kabila, Kabange? Que veut-il, au moins, vous me parlez? Enfin, ce qu'il veut, c'est de discuter avec l'opposition congolaise. Pourquoi faire pour un mandat? Enfin, au moins, il y a eu beaucoup d'appels à la négociation, à la discussion, au dialogue avec le pouvoir, avec l'opposition, pour apaiser la situation de tension qui prévaut en République démocratique du Congo aujourd'hui. Mais Carnot Tomengue, ma question est pour le moins ironique. Au terme de son mandat, il a servi son pays. Mais il faut qu'il prenne cette affaire et qu'il s'en aille. Et qu'il la sait. Il n'y a pas d'autre débat. Écoutez, Joseph Kabila sait pertinemment que s'il insiste à rester au pouvoir, soit en tentant de modifier la Constitution, soit en s'imposant simplement, il risque effectivement d'engager son pays dans une nouvelle crise sociopolitique, alors que le Congo a su faire la paix depuis pratiquement une dizaine d'années, et ça, c'est à mettre à l'actif de Kabila, qui pourrait revenir plus tard. Mais effectivement, comme dit Michel Épée, il faut qu'il accepte de partir. Il va discuter certainement avec l'opposition, très bien, mais qu'il pose les problèmes de l'avenir du Congo.
Mais pas des problèmes sans lui. Il faut qu'il accepte de partir. Parce qu'effectivement... Alors donc vous voyez un subterfuge de la part de Joseph Kabila en appelant en toute fin de mandat au dialogue avec... Encore qu'il se défend de cet appel, il dit qu'il réagit simplement aux nombreux appels qui ont été lancés par l'ensemble de l'opposition pour dialoguer avec lui. Mais Joseph Kabila sait pertinemment qu'il ne peut pas gouverner sans discuter avec l'opposition. Le Congo est un pays continent de plus d'un million de kilomètres carrés, 70 millions d'habitants, un pays qui a connu tous les conflits ethniques, politiques possibles et imaginables depuis les années 60, un pays qui peut retomber dans le chaos à n'importe quel moment. Il connaît certainement la force de ses opposants, qui ne sont pas des enfants de cœur non plus, et il sait pertinemment que s'il ne discute pas, qu'il insiste pour rester au pouvoir de façon la plus totalitaire possible. Il sait pertinemment que ce nouveau mandat ne sera pas le tout repos. Donc, il est préférable pour lui, et il l'a compris, il est préférable pour lui de discuter. Mais comme nous l'avons déjà dit, il faut discuter des questions de l'avenir du Congo. Et ces questions doivent être posées en sachant que lui, en tout cas en espérant que lui ne sera plus là. Mais en même temps... Ricardo, attendez, que je pensais que vous étiez en train de nous dire que vous avez reçu une dépêche de Daniel Rara où il est tenté de négocier sa future immunité. Je ne pensais pas qu'il réunissait la classe politique pour parler de l'avenir avec lui. Je suis dans une incompréhension totale. Est-ce que vous ne pensez pas que Joseph Kabila le fait en connaissance de cause? C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans les démocraties entre guillemets africaines, le chef de l'État a tendance à appeler l'opposition à la négociation pour un partage de pouvoir, pour, si vous voulez, faire taire un certain nombre d'opposants pour qu'ils continuent simplement à travailler et à faire ce qu'il veut faire du pays. Parce qu'à ce moment précis, j'ai l'impression que Joseph Kabila a envie de négocier avec Tshisekedi, Kamere et tout le reste pour qu'il lui laisse les mains libres, pour que, enfin, qu'il leur propose un poste de vice-président, un poste de ministre de X ou de Y, pour qu'il ait les mains libres et agir en République démocratique du Congo comme il veut. Et peut-être bien, au besoin, modifier tranquillement la Constitution. Mais nous sommes à quelques mois de la fin de son mandat. Je veux dire qu'a été acté le fait qu'il doit partir à la fin de ce mandat. C'est-à-dire la Constitution est claire, le rapport de force politique ne lui donne pas d'autre choix. L'ensemble des alliés du Congo et des partenaires multilatéraux et administrations occidentales lui demandent instamment. Et de ce que nous savons, on lui a proposé 1000 plateformes pour qu'il quitte le pouvoir et que sa famille et lui bénéficient d'une immunité et d'une amnistie. Je ne peux pas imaginer qu'il souhaite compliquer autant la vie de son pays et sa propre vie avec autant de... On va rester là pour ce sujet. Au Nigeria, près de 7000 femmes et enfants ont été libérés il y a 2 semaines des griffes de la secte islamiste qui mène une guerre ouverte contre l'État nigérian depuis 2 ans. Un succès inédit pour l'armée du pays, longtemps critiquée pour son impuissance. Aujourd'hui, l'heure est au rapprochement des familles, une opération qui n'est pas si simple car les victimes auraient subi un lavage de cerveau et ne reconnaîtraient plus les leurs sans Peronba. Ah oui, très clairement, les images montrant les jeunes femmes qui ont été libérées la semaine dernière ont choqué le continent, choqué toute la communauté internationale. Parce qu'il faut bien le dire, il me semble que 214 jeunes femmes sur les 274 qui ont été libérées étaient enceintes. Donc, il est très clair que c'est des jeunes femmes qui avaient été déjà mises au foyer, en mariage, et en dehors donc d'une forme d'esclavagisme sexuel qu'on peut imaginer, il y a eu donc ce lavage de cerveau qui fait que leur intégration ou leur retour dans leur famille va être très difficile. Et ça, c'est la marque Boko Haram qui exploite effectivement les plus faibles et tente de démontrer à quel point il est capable
détruire l'humanité, c'est-à-dire l'âme de la personne, parce que c'est des jeunes femmes qui sont complètement déstabilisées, qui ne savent plus réellement ce qu'elles sont. Et qui ont tendance à vouloir repartir en forêt. Qui ont tendance à vouloir repartir chez leurs bourreaux. Voilà, donc c'est assez dramatique. Et nous pouvons quand même saluer, nous devons saluer le courage de l'armée nigériane qui reprend du terrain et qui donne bon espoir par rapport à la situation des jeunes filles. Et justement là-dessus, Michel Épée, l'armée nigériane qui, curieusement, est en train de faire des exploits au moment où Goodluck Jonathan s'en va. Y a-t-il un lien? Je voulais d'abord communier avec les propos de Samporunba. Je veux dire que chaque fois qu'il y a un acte de barbarie, quelle que soit la forme qu'il prend, nous ne pouvons que nous en indigner, parce que, bon, malheureusement pour nous, nous n'avons que la posture tribunicienne pour dénoncer un certain nombre de faits. Et que n'étant pas militariste, je ne saurais prendre des baïonnettes pour aller combattre sur le front, sinon je l'aurais fait. Bon, maintenant pour répondre directement à votre question, je suis tenté de parler de l'effet Mamadou Buhari. Et que j'ai l'impression que sa seule élection a galvanisé les troupes nigérianes, parce que je ne peux pas imaginer à cet instant que les meilleurs stratèges étaient tapis dans l'ombre et souhaitaient la défaite de Goodluck Jonathan pour montrer qu'ils étaient capables d'éradiquer la secte de Boko Haram. Et je salue justement ces victoires militaires qui nous montrent qu'il ne faut pas désespérer de l'espérance. Est-ce qu'en même temps, on peut craindre ces jeunes femmes qui arrivent? On a déjà vu Boko Haram faire entrer dans les villes, les villages, des mules, c'est-à-dire des kamikazes, des femmes kamikazes qui portent des explosifs, des ceintures d'explosifs. Aujourd'hui, ayant reçu un lavage de cerveau, ces femmes ne sont-elles pas dangereuses pour la population? Elles peuvent l'être, très clairement, elles peuvent l'être, mais en même temps, elles sont encadrées et mises dans des camps ou dans des milieux enfin, où elles peuvent être très bien encadrées. Et je pense que le grand travail du gouvernement nigérian serait effectivement de les réintégrer et d'éviter que ce qui a été semé en elles comme âme terroriste ne soit pas... ne prospère pas. Donc, très clairement, elles peuvent être dangereuses, effectivement, mais je pense aussi qu'elles peuvent mesurer, en elles-mêmes, elles peuvent mesurer la chance qui est la leur, parce que beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes gens ont été enlevés dans ce pays par la secte Boko Haram. Beaucoup ne sont pas revenus, elles sont revenues. Je pense que c'est une seconde chance pour elles. Autre sujet en bref, en République centrafricaine, après 3 jours de travaux en groupe thématique au Forum de réconciliation de Bangui, la plénière devait débattre depuis hier samedi des recommandations faites par les 4 groupes, groupe paix et sécurité, gouvernance, développement économique et social, justice et réconciliation. Différents intervenants ont rappelé mercredi matin que les différents processus de DDR avaient été un échec en République centrafricaine et avaient créé un désordre supplémentaire. On attend donc les propositions des orateurs qui se sont inscrits nombreux et qui se succèdent à la tribune pour de brèves interventions alors que les débats se poursuivent dans les couloirs. On a bien remarqué à Libreville l'absence de Catherine Samba-Panza qui n'avait pas participé au 12e sommet des chefs d'État de la CEMAC parce qu'elle participait effectivement à ce forum de Bangui. Ce forum est-il un espoir pour Bangui, pour la République centrafricaine, Michel Épée? Je crois que de nombreux observateurs ont estimé que c'était un peu le pont de la dernière chance et que pour ceux qui en doutaient aussi, il ne faut pas désespérer des Centrafricains. Et je crois au-delà, sans doute, des crispations qui sont tout à fait naturelles compte tenu du fait que la bataille finale, c'est la présidence de la République. Il ne faut pas se le cacher et que chaque groupe espère en tirer les dividendes. Mais il m'a semblé que le climat qui a régné ces derniers jours a donné lieu à une espèce de catharsis qui peut amener les Centrafricains à sortir de là, grandis pour l'avenir. Donc tout est possible, de ce que je crois comprendre. Oui, mais moi, il me semble très clairement que les Centrafricains veulent sortir de la situation dans laquelle se trouve leur pays. Et quand je parle des Centrafricains, je parle aussi bien de la population que des leaders politiques. Catherine Samba-Panza a été accusée à plusieurs reprises d'être à l'origine
de boycott, enfin de la situation du pays qui n'a pas beaucoup évolué depuis plusieurs mois. Mais il me semble que tous les parties prenantes, tous les acteurs, tous les décideurs politiques de ces pays veulent communier, travailler ensemble et trouver une solution, on ne dirait pas définitive, parce que c'est quand même un pays qui connaît des problèmes considérables depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas effectivement avec un forum que tout ça va se terminer, mais il faut un point de départ ou du moins un point de rebond, c'est-à-dire qu'il faut que ce pays-là rebondisse pour se reconstruire. Et il me semble effectivement que le forum qui a commencé hier samedi, peut-être pour beaucoup, en tout cas beaucoup espèrent que ce forum puisse être le point de rebond de la Centrafrique. En même temps, Michel Épée, c'est quand même un forum de trop, de plus, parce que depuis 1980, on a vu, après une succession de guerres civiles larvées, des forums de ce type qui ont été organisés à Bangui. C'est vrai que c'est une question de terminologie. On leur a donné d'autres appellations, conférence nationale, forum de réconciliation et autres, discussions nationales, débat national, mais aujourd'hui on voit qu'on fait du surplace. On prend les mêmes et on recommence, ou alors on prend certains qui ramènent les mêmes problèmes. Comment peut-on être rassuré par rapport à ce forum qui est organisé à Bangui après tant d'exactions sur les populations? Mais écoutez, au cours de multiples débats qu'on a pu avoir sur la Centrafrique, et même au sein de notre rédaction, il y a une école qui pensait effectivement à la théorie du Big Bang, c'est-à-dire qu'il fallait repartir avec la Centrafrique avec un État zéro, on la mettait sous tutelle internationale, et qu'au terme donc de cette tutelle, on redistribuait les cartes pour aller avec un nouvel élan, comme l'a dit Samparo tout à l'heure. Bon, il se trouve simplement que tu fais partie des modérés qui estiment toujours que chaque fois qu'il y a des baïonnettes, ça scelle la fin d'une négociation. Et je crois qu'on ne perd jamais rien en discutant quand il s'agit de l'avenir de son pays. Et je crois donc que tous ceux qui se sont mis autour de la table à Bangui, sans doute la montagne accouchera telle une souris une fois de plus, mais je nourris l'espoir qu'effectivement il y aura un sursaut de la part de tous les enfants de la Centrafrique et que le miracle peut se produire. Donc je pense donc que tout est possible. Le fait diplomatique de cette émission, c'est la fin du visa en Afrique centrale. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a décidé mercredi, à la suite du 12e sommet des chefs d'État de la CEMAC, de permettre aux habitants d'Afrique centrale de circuler librement sur cette partie du continent, munis soit de la carte d'identité biométrique, soit du passeport biométrique ou encore du passeport CEMAC biométrique homologué. Plus besoin de visa, donc une décision qui fait suite à l'acte additionnel relatif à la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire de la CEMAC. Mais le problème avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Suivant ce reportage, on se retrouve juste derrière. Le président de la commission CEMAC, Pierre Moussa, a tenu ce jeudi à Libreville une conférence de presse en présence des médias de la sous-région. Au menu de ce dialogue, les résolutions contenues dans le communiqué final de la deuxième session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Parmi les sujets les plus cruciaux pour la presse, celui en rapport avec la libre circulation des biens et des personnes a été abordé. Le texte établissant la libre circulation existe et doit se faire depuis le 1er janvier 2014. Donc depuis un an, doit se faire. Il y a un retard qu'il faut rattraper. On va essayer de rattraper dans les semaines qui viennent avec des textes. J'ai déjà engagé le département du marché commun pour sillonner les États en vue de la prise de textes nationaux qui concrétisent l'engagement qui a été pris. Sinon, pour nous, la libre circulation, c'est depuis le 1er janvier 2014. On peut même dire que c'est le passé plutôt que le long terme.
Occasion pour le patron de la commission de la CEMAC d'évoquer les autres projets qui seront très bientôt effectifs, entre autres le programme économique sous-régional, le Fonds Train My Generation, autant de réalisations qui favoriseront une dynamique économique de la sous-région. Rappelons que la présidence en exercice de la CEMAC, qui était assurée par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, sera désormais assurée par le président de la République de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Bazogo. Samperonba, alors Teodoro Obiangema Bazogo est donc le président en exercice de la CEMAC. Après les conclusions de ce 12e sommet des chefs d'État de la sous-région, CEMAC, on voit bien que la principale décision qui est sortie de cette rencontre au sommet, c'est bien la libre circulation des personnes qui avaient constitué la pierre d'achoppement entre certains dirigeants de la sous-région et d'autres qui avaient donné leur aval. Je rappelle que c'est depuis le 1er janvier 2014 qu'on aurait dû avoir une libre circulation des personnes en région CEMAC. On sait très bien que le Gabon avait freiné des 4 fers, la Guinée équatoriale en avait fait autant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier le fait que finalement tous ces pays acceptent que la libre circulation des personnes soit effective en région CEMAC? Écoutez, Carnot, moi, il me semble que l'accord de principe a été donné, mais je crains que l'effectivité de cette décision tarde à se faire. Parce qu'il faut rappeler qu'en juin 2013, lorsque les chefs d'État se sont réunis en marge du New York Forum Africa, l'annonce de la libre circulation, la décision de la libre circulation, avait suscité beaucoup d'étonnement dans l'Assemblée qui était présente ce jour-là. Et à quelques semaines, je crois à 10 ou 15 jours du 1er janvier 2014, les ministres des Affaires étrangères annonçaient que les pays, du moins la CEMAC, n'étaient pas prêtes. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même des préalables. Et il me semble que jusqu'à présent, les chefs d'État de la CEMAC n'ont pas brandi aux populations, n'ont pas prouvé aux populations que ces préalables-là ont été satisfaits. Il y avait la sécurisation des frontières. Est-ce que c'est le cas? Puisqu'on sait que le Cameroun et le Tchad, notamment, sont pénétrés enfin, il y a des entrées des rebelles ou des islamistes Boko Haram, en même temps que le Gabon, la Guinée équatoriale, continue de recevoir de plus en plus d'immigrants. Donc, il y a déjà un problème de sécurisation de frontières. La fiabilisation des documents de voyage, est-ce qu'on y est arrivé? L'échange des fichiers des personnes recherchées dans chaque pays. Parce que vous avez des pays comme le Congo, le Tchad ou la Centrafrique où vous avez des rebelles qui circulent. Est-ce que le Gabon a la liste des personnes recherchées en Centrafrique, au Congo? Est-ce que la Guinée équatoriale a cette liste? Est-ce que le Cameroun a la liste des personnes recherchées au Gabon ou au Tchad, par exemple? Et puis, il y avait la question de la signature d'une convention avec Interpol. Est-ce que la signature de la convention a eu lieu? À partir de ce moment, si ces préalables-là ne sont pas satisfaits, il me semble très clairement que la décision d'ouvrir les frontières est inopportune. Très clairement. Parce qu'il faut pouvoir rassurer les populations. Il me semble que lorsqu'il y a eu l'accord de Maastricht et d'autres accords qui ont permis de donner la consistance à l'Union européenne, il y a eu à chaque fois des référendums. Il n'y a pas eu de référendum en zone CEMAC dans aucun pays pour poser la question aux populations. Parce qu'il s'agit quand même de l'intérêt général de la population, non pas de l'intérêt général des hommes politiques. Est-ce que les populations sont prêtes à vivre la libre circulation? Donc, moi, je vais m'arrêter là pour l'instant, en espérant que Michel Samperonba a développé un certain nombre de questions qui, naturellement, peuvent interpeller le commun des mortels. Mais je pense que Samperonba, sa démonstration est recevable. Elle se fonde sur des arguments qui sont tout à fait pertinents et que je serai la dernière personne à les refuter. Bon, il se trouve simplement que j'ai participé, même par ricochet, à un certain nombre de plateformes d'intégration régionale, notamment en ce qui concerne la CEDEAO. Et la question que moi je pose ce soir, qu'est-ce que
les 6 pays ont à gagner en se mettant ensemble pour enraciner un marché commun à vitam aeternam. Qu'est-ce que ces pays ont à perdre? Moi, je comprends les appréhensions, je comprends les craintes que des pays qui ont des populations qui sont relativement peuplées comme le Gabon et la Guinée équatoriale aient des appréhensions et qu'il y ait un courant de crispation qui estimerait effectivement que si ces préalables ne sont, parce que ça prend pas brillamment de développer, s'ils ne sont pas réunis, et que la machine ne puisse avancer. Mais je dis aussi que nous sommes dans un monde où effectivement le libéralisme s'est enraciné de façon globale et qu'on ne peut plus se contenter d'avoir des marchés aussi étroits. Et je veux dire, on peut me dire tout ce qu'on veut avec des arguments aussi brillants que ceux de Soporod, en estimant effectivement qu'on a des croissances à 6-7%, mais si on n'a pas des marchés qui permettent sans doute de faire des affaires, d'avoir des salles de décompression par rapport même à la libre circulation, à la fois des talents, des hommes d'affaires, et puis par rapport même au principe même de liberté, je pense qu'on ne peut plus s'arc-bouter que ce soit nombril. Mais je résume donc en disant que je comprends les appréhensions des uns et des autres. Mais je crois que même à marche forcée, la CEMAC n'a pas le choix que d'arriver à son idéal, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un grand marché commun avec des hommes et des femmes qui soient capables de faire des choses ensemble et de les faire brillamment. Même en faisant fi des préalables que Soporod vient d'évoquer. Je dis que ces préalables peuvent être surmontés en très peu de temps. C'est une question de volonté politique. C'est une question de pédagogie. Nous avons reçu sur nos antennes aujourd'hui le ministre gabonais de l'économie. Il ne m'a pas semblé, Soporod a approche de dire effectivement que la CEMAC ne doit pas que celle des hommes politiques. Mais je pense qu'il a énoncé un certain nombre d'arguments qui permettraient effectivement d'intégrer le fait qu'il faut rassurer les populations, mais d'un autre côté aussi, c'est une chance que d'avoir un marché aussi important. Alors, était-il plus facile de laisser cette libre circulation des personnes en zone CEMAC que de créer cette aire CEMAC qui finalement vient d'être reléguée au calendrier grec, sinon annulée était-il plus facile de le faire ou pas? Il me semble que... Puisque la décision qui a été prise, c'est que le projet RCMAC est définitivement annulé. Mais écoutez, c'est pour moi l'une des preuves que la zone CEMAC, que les pays de la CEMAC ont du mal à travailler ensemble, mais à prendre des décisions qui arrangent chacune des populations. Vous savez que RCMAC serait né que CIBA International, la compagnie équato-guinéenne, aurait pris un coup. Vous savez que CEMAC serait né que le Caire au Congo aurait peut-être plongé dans les méandres de l'histoire. Ou la Camerco. Voilà, donc très clairement, RCMAC n'arrangeait pas économiquement les différents pays. C'est pour dire qu'il est vrai que la zone CEMAC, c'est quand même 40 millions de consommateurs, et dont 30 millions, il me semble, au Cameroun. Mais c'est quand même 40 millions de consommateurs, et les 40 millions de consommateurs, c'est immense pour les investisseurs, pour les entrepreneurs. Mais en même temps, la question reste posée économiquement. Est-ce que l'ouverture des frontières arrange tous les pays? Alors, moi, je voudrais revenir sur ce qui est concret aujourd'hui. L'immigration clandestine, elle est concrète. Il me semble qu'il y a 6 mois, la Guinée équatoriale a fait rapatrier une centaine ou 200 d'hommes et de femmes, parmi lesquels des Gabonais, des Camerounais, des Congolais. Il me semble aussi que l'afflux des capitaux est réel. Puisque vous conviendrez avec moi que lorsqu'on va chez les opérateurs de transfert d'argent, c'est des millions qui sortent chaque jour. Ce n'est pas 100 000 francs, ce n'est pas 200 000 francs, c'est des hommes et des femmes qui se pointent pour renvoyer dans leur pays 1, 2, 3, 4, 5 millions, c'est-à-dire au-delà du quota autorisé. Il me semble aussi que il y a des pays qui ont très peur, comme la Guinée équatoriale ou le Gabon ou même le Congo, qui ont des économies locales très faibles. C'est-à-dire que pour manger, elles doivent se retourner vers le Cameroun. Pour se vêtir, elles doivent se retourner vers
d'autres pays. Voilà, donc c'est autant de choses qui font que, au fond, les projets de la CEMAC sont des projets intéressants qui s'inspirent soit de la CEDEAO, soit de l'Union européenne, mais c'est des projets en même temps qui ne sont pas toujours basés ou fondés sur les réalités de la sous-région. Donc, c'est quoi je disais qu'il est important dans ce genre de situation, malheureusement on n'a pas de sondage d'opinion en Afrique, soit on aurait fait un référendum dans chaque pays, soit on aurait fait un sondage d'opinion, parce qu'en même temps on aurait interrogé à ce moment-là les populations, on aurait interrogé les chefs d'entreprise, on aurait interrogé les hommes politiques, mais là il s'agit d'une décision politique qui, je le dis très clairement, qui ne semble pas arranger nécessairement les populations, notamment les populations des pays les moins peuplés comme le Congo, le Gabon ou la Guinée équatoriale. Je vais apporter, pour très terminer, oui, c'est-à-dire apporter apporter à Samparo deux arguments. Le premier, c'est déjà que le Nigeria est membre de la CEDEAO, et elle a des frontières avec le Bénin, 6 millions d'habitants et un certain nombre d'autres pays qui sont membres de la CEDEAO. Mais jamais ces pays n'ont été envahis par les Nigérians. Je veux dire que la prison et les frontières, c'est d'abord dans les cœurs et dans l'esprit. À partir du moment où, quand je vois d'un point de vue culturel, je vois d'un point de vue du way of life, de la façon de vivre, je vois d'un point de vue de la perspective d'avenir, tous ces peuples ont ensemble des choses à partager. Et je crois donc que ce qui les unit est beaucoup plus important que ce qui les sépare. Bon, maintenant, quelles sont les modalités pour surmonter les obstacles, qu'ils soient effectivement en ce qui concerne le flux migratoire, que ce soit en termes de sécurité, et que ce soit même en termes de transfert de fonds. Quelle est la capacité de sanctuarisation que les dirigeants politiques... Ces préalables qui n'ont pas été satisfaits, c'est ce qui inquiète en même temps, messieurs, la question sécuritaire est très importante et je pense que si c'est elle qui a fait en sorte que le Gabon et la Guinée équatoriale aient des réticences avant d'entériner cette décision, je crois que c'est une question très importante au moment où on voit l'explosion du terrorisme aux frontières de la CEMAC et même à l'intérieur puisque le Tchad est touché, le Cameroun est touché. Nous en restons là sur cette question. Aziz Maïga va faire son entrée sur ce plateau pour le journal télévisé journal télévisé en fait, il va nous donner les grandes lignes de l'actualité de ce jour. Le temps de laisser Sampero Nba partir. Michel, vous allez conclure sur cette question de la CEMAC. Mais je pense que Pierre Moussa a créé la plateforme pour que la baisse soit dite. Il a dit qu'effectivement l'acte additionnel était opérationnel depuis le 1er janvier 2014 et que lui regardait l'avenir et non le passé. Et je crois donc que tous ceux qui sont en charge de ce dossier, et par rapport à tous les points qui ont été évoqués par Samparo Nba, doivent s'atteler à faire en sorte que très très rapidement les fameux préalables trouvent une solution et que l'intégration dans cette partie du monde ne se fasse pas par marche forcée, mais qu'elle se fasse avec la communion de cœur et toutes les stratégies qui puissent permettre à ces populations de pouvoir vivre ensemble. Aziz Maïga est déjà sur ce plateau. Aziz, bonsoir. Bonsoir, Carlo. Merci d'être arrivé. Quelles sont les grandes informations, les grandes lignes de l'actualité de ce jour? Alors merci Carnot. Tout de suite, direction l'Afrique du Sud et nous ouvrons ce journal en bref et en images avec ce pays, l'Alliance démocratique, le principal mouvement de l'opposition en Afrique du Sud, a pour la première fois porté un noir à la tête aujourd'hui. Il s'agit de Mmussi Maïmane, le président de son groupe à l'Assemblée nationale sud-africaine. Mmussi Maïmane, âgé de 34 ans, a été désigné lors d'un congrès du parti à Port Elizabeth. Il succède à Hélène Zillé, âgée de 64 ans, qui avait annoncé le mois dernier qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête de la DA qu'elle a dirigé pendant 8 ans. Parfois surnommé le Barack Obama de Soweto pour ses talents d'orateur, il est devenu en 2014 chef du groupe parlementaire DA à l'Assemblée nationale, ce qui lui donne le titre de chef de l'opposition. Tout de suite au Gabon, le chef de l'État a fait le déplacement de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, dans le cadre du dernier jour de la célébration de la journée de la jeunesse. Ali Bongo Ondimba a dévoilé plusieurs accomplissements de son gouvernement dans la prise en charge de la jeunesse gabonaise.
Uriela Baga était sur place. Ali Bongo Ondimba était à Lambaréné samedi dernier pour le dernier jour de célébration de la Journée nationale de la jeunesse. Une journée dont le thème était l'impact du PSGE dans la politique nationale de la jeunesse, PSGE pour Programme stratégique Gabon émergent, initiative du président de la République qui en a profité pour faire la visite de plusieurs infrastructures de Lambaréné, parmi lesquelles l'hôpital Albert Schweitzer et le Centre international de recherche médicale qui, selon le numéro 1 gabonais, serait sur le point de rendre public des vaccins contre le paludisme et Ebola. S'en est suivi une rencontre avec plusieurs jeunes dans un hôtel de la place. Après l'allocution du président du Conseil national de la jeunesse du Gabon, qui a annoncé une année nationale de la jeunesse qui débutera le 12 août prochain, Blaise Louembé, le ministre de la Jeunesse, a rappelé les actions entreprises par le CNJG sous la coordination du ministère de tutelle. Les échanges au cours de cette fête de la jeunesse ont donc pu permettre aux jeunes de mieux appréhender la pertinence des choix qui ont été opérés pour eux et de s'approprier la vision du PSG. Ainsi, aussi, espérons-nous qu'au terme de cette rencontre nationale, les jeunes ici présents seront capables de comprendre et d'expliquer dans leurs milieux respectifs la substance, l'économie issue de ces assises. Dans son adresse aux jeunes, le président Ali Bongo Ondimba a dévoilé plusieurs actions entreprises par son gouvernement pour aider la jeunesse et lui permettre de s'épanouir. Aussi sur le plan scolaire, d'importants efforts ont été accomplis afin de rendre disponibles plus de 400 salles de classe à travers le territoire. Nous avons de même augmenté le nombre de bénéficiaires des bourses d'études dans l'enseignement supérieur, passant de moins de 10 000 en 2009 à plus de 30 000 aujourd'hui, soit une augmentation de 300% représentant 65 milliards de francs CFA de dépenses budgétaires. Les délégations de jeunes venus de Libreville ont regagné la capitale gabonaise en fin d'après-midi. Un concert populaire a été organisé à leur endroit au stade de Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville. Au nord de l'Afrique, précisément en Égypte, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak, chassé du pouvoir par une révolte populaire de 2011, a été condamné ce samedi à 3 années de prison, tout comme ses 2 fils. L'ancien Raïs est accusé d'avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics. Reportage. Après avoir annulé un jugement en première instance qu'il avait déjà condamné à 3 années d'emprisonnement, Hosni Moubarak a été jugé une nouvelle fois ce samedi par le tribunal du Caire sur ordre de la Cour de cassation. Le verdict de ce nouveau procès condamne l'ex-président égyptien Hosni Moubarak et ses 2 fils Alaa et Gamal à 3 années de prison pour avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics. Le tribunal a décidé de condamner Hosni Moubarak, Gamal Hosni Moubarak et Alaa Hosni Moubarak à 3 ans de prison et à une amende de 125 170 000 livres égyptiens. Moubarak est apparu aux côtés de ses fils Alaa et Gamal dans l'habituelle cage renfermant le banc des accusés, tous les 3 portant un costume civil, contrairement à de précédentes audiences où ils étaient vêtus des uniformes de détenus. En effet, l'ancien président est théoriquement libre comme ses 2 fils depuis janvier parce que leur détention préventive avait atteint la durée maximale. Mais Hosni Moubarak, âgé de 87 ans, est maintenu sous haute surveillance dans un hôpital militaire du Caire où il était auparavant détenu en raison de sa santé déficiente officiellement. À l'issue de l'audience, il n'était pas clair si les 3 seraient de nouveau arrêtés et si cette nouvelle condamnation susceptible d'appel était ou non ouverte par leur détention préventive. En Afrique de l'Est, précisément au Burundi, à 1 mois des élections présidentielles, la tension ne décroît plus dans ce pays. Face aux menaces des jeunes du parti au pouvoir, les populations effrayées ont décidé de quitter le pays pour se rendre au Rwanda voisin, dans le champ de Gashora, géré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On note la présence de près de 5000 Burundais. Tina Koussou pour le compte-rendu. Le 26 juin prochain, les Burundais éliront leur nouveau président de la République.
Au regard de violents heurts qui secouent le Burundi, de nombreux habitants qui craignent pour leur sécurité ont choisi de partir du pays pour se réfugier dans des territoires voisins à l'instar du Rwanda. La plupart de ces réfugiés burundais ont affirmé être terrorisés par des menaces des jeunes du parti au pouvoir. Et selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans le camp de Gashora, c'est déjà plus de 5000 Burundais qui ont été accueillis sur le territoire rwandais. J'ai entendu dire qu'il allait y avoir la guerre au Burundi. Les jeunes du parti au pouvoir, les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir disaient aussi que si on ne vote pas pour le président, on allait nous tuer. C'est pour ça que nous avons décidé de fuir le pays. Ils voulaient nous faire du mal. Parmi ces déplacés, certains membres de l'opposition ont eux aussi préféré quitter le pays pour exprimer leur désaccord contre le maintien au pouvoir du président Nkurunziza. Vous voyez très bien que Pierre Nkurunziza ne va pas relâcher son troisième mandat. Et puis, s'il ne relâche pas, les manifestants eux aussi ne relâchent pas. Puis, il y a donc tous les jours des morts et des morts. Et bientôt, peut-être, ça peut entamer d'autres provinces. Et puis, la guerre peut déclencher tout le pays. Les élections qui pointent à l'horizon semblent déjà tourmenter de nombreux citoyens. Face aux voix discordantes qui s'élèvent contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, le pire serait à imaginer. Et puis pour clore cette édition d'information, un mot de santé dans ce journal, le Libéria en a fini officiellement samedi avec l'épidémie d'Ebola, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, l'OMS appelle à rester vigilant en raison de la présence du virus en Guinée et en Sierra Leone, les pays voisins de ce pays. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Carnot, voici le condensé de l'actualité de ce jour. Merci Aziz Maïga d'être arrivé sur ce plateau. Michel Épée, on va laisser partir Aziz Maïga, mais on va quand même revenir sur cette question de la résorption de l'épidémie Ebola au Libéria. On sait que le pays a été parmi les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest à être frappé très cruellement par cette épidémie. C'est quand même une victoire contre cette maladie que les autorités sanitaires libériennes viennent de réaliser. Écoutez, Carnot, c'est une divine surprise. Et l'axe éditorial de notre chaîne est de toujours dire qu'on a aussi le devoir de célébrer les victoires africaines. Et je pense qu'en l'espèce, le Libéria vient de faire la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité et que lorsque des fléaux sous forme de grandes endémies comme celle-là se manifestent en Afrique, il est aussi possible qu'un jour nous pourrons pouvoir les endiguer. Et donc je vais dire qu'il y a quelques mois, vous et moi on a lancé cette antenne et qu'il ne se passait un soir sans que la peur au ventre nous annoncions le nombre de morts. Alors donc je voudrais au nom de nous tous saluer tous ceux qui ont apporté leur contribution pour pouvoir éradiquer ce grand fléau. Alors le Libéria s'en est défait, reste la Guinée et la Sierra Leone qui elles aussi sont sur le bon chemin parce que depuis la semaine dernière, on évoque moins de 10 cas dans chacun de ces pays, ce qui, pour l'Organisation mondiale de la santé, est un gage de réussite aussi. Oui, je pense que pour une fois, l'OMS a pris ses responsabilités à bras le corps et qu'elle n'a, depuis le début de cette épidémie, elle n'a négligé aucun moyen, elle a déployé tous les efforts pour pouvoir y arriver. Donc en dépit de toutes les polémiques qui ont pu naître, estimant assurément que sans doute il y avait des esprits malins qui avaient contribué à faire en sorte que ces maladies voient le jour. Mais nous restons optimistes en nous disant qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est une très très bonne nouvelle que nous accueillons avec enthousiasme ce soir. Mais alors pour les autorités sanitaires africaines, on sait que certains pays autour des 3 pays qui constituaient le foyer de cette maladie avaient fermé les frontières. Aujourd'hui, on peut dire que la sérénité revient, par exemple au Sénégal, au Mali, où on avait clairement, en Côte d'Ivoire, clairement fermé les frontières. Mais écoutez, je peux imaginer que face à un mal aussi terrible et aussi terrifiant que la peur et les crispations et la détresse pu naître. Mais je pense aussi que
c'est des choses qui sont compréhensibles, même si à un certain moment on a estimé que ce manque de solidarité ne contribuait pas à la solidarité africaine. Mais je pense effectivement que ce n'était pas de mauvaise foi que ces autorités ont pu agir de cette sorte par ces temps-là. Mais je pense également qu'avec la sérénité qui est revenue dans les rangs, toutes les politiques publiques qui n'étaient pas en adéquation ou qui n'étaient pas préparées à faire face à ce type de problématique, je pense aussi que cette maladie a pu interpeller les uns et les autres par rapport à des politiques sanitaires communes. Le fait sanitaire de cette émission, nous allons l'évoquer avec Léa Atsam qui vient de faire son entrée sur ce plateau. Les médicaments contrefaits ou de mauvaise qualité compromettent des décennies de lutte contre la maladie infectieuse. Les experts s'alarment du nombre de contrefaçons et de médicaments de mauvaise qualité, c'est-à-dire mal dosés, qui inondent le marché. Dans le collimateur des scientifiques figurent les antipaludéens, antituberculeux, antibiotiques ainsi que les traitements contre d'autres maladies. Une enquête à ce sujet a été faite par Léa Atsam et on se retrouve sur ce plateau. Selon 17 études, 122 350 enfants seraient morts en Afrique en 2013 à cause de faux médicaments. Un commerce très lucratif qui enrichit des contrefacteurs asiatiques et africains et qui concerne beaucoup de pays de l'Afrique. Des experts du monde entier à Dakar au Sénégal ont tiré la sonnette d'alarme à l'initiative de la Fondation Chirac pour l'accès à une santé et des médicaments de qualité. L'Afrique serait le terrain favori de cette industrie illégale en raison du manque de ressources humaines, de laboratoires, de sanctions dérisoires et de la rareté des produits pharmaceutiques. Près de 17 000 échantillons ont été analysés. Parmi eux, des antipaludéens, des antituberculeux et des antibiotiques. Les résultats sont consternants. Jusqu'à 41% des médicaments ne respecteraient pas les standards de qualité. Les contrefaçons sont nocives et pour le malade qui croit se soigner, cette contrefaçon, estimée à 15% des médicaments dans le monde, peut atteindre 30% en Afrique selon les experts. Léa Atsam, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Carlo. sur ce plateau. Alors, cette question de faux médicaments, de médicaments mal dosés, c'est vrai que ça devient un fléau pour le continent africain, puisqu'effectivement, au lieu de contribuer à soigner les populations, ces médicaments contribuent plutôt à les tuer. Effectivement, Carnot, déjà la contrefaçon des médicaments, c'est l'un des problèmes les plus importants en Afrique. Depuis les années 90, un problème de santé publique. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'il concerne les enfants. Et premièrement, je m'explique, je vous rappelle les statistiques. Selon les experts, donc 17 études ont révélé qu'environ 123 000 enfants sont morts en Afrique à cause des faux médicaments. Alors, comment peut-on imaginer que les marchands de la mort puissent s'attarder à des innocents? Et qui sont-ils? Donc, grâce à la Fondation Chirac, qui a réuni des experts qui ne se sont pas concentrés juste à s'alarmer, mais aussi à chercher à identifier ces responsables, ce sont les marchands sans scrupules qui se font passer pour des laboratoires de grande renommée. Et les médicaments les plus vendus sont les médicaments dont les maladies sont les plus fréquentes en Afrique, notamment le palu, les grippes et les infections. Alors, Michel Épée, on voit bien que c'est un problème de santé publique aujourd'hui. On voit aussi que le marché du médicament frauduleusement fabriqué est plus lucratif que le marché de la drogue aujourd'hui. Hein. Il est beaucoup plus intéressant aujourd'hui pour un individu qui veut se faire de l'argent de fabriquer des faux médicaments pardon, qui peuvent circuler plus librement, plus simplement par rapport à la drogue qui circule sous le manteau. Donc, c'est dire si c'est vraiment un fléau contre lequel il faut aller. Alors, je pense que Léa Atsam, par ce sujet, a levé un véritable lièvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, les statistiques qu'elle a assignées tout à l'heure sont tout simplement effarantes et font froid dans le dos. Comment peut-on imaginer que des innocents puissent partir comme ça d'espèces d'irresponsables qui pratiquent des assassinats à ciel ouvert, et sans qu'effectivement les autorités de ces différents pays n'en soient alarmées. Il a fallu que la Fondation Chirac daigne faire des études
pour qu'effectivement on puisse avoir une plateforme qui nous permette de voir des éléments aujourd'hui de contradiction. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure la responsabilité des autorités dans nos pays respectifs par rapport au débat même aux problématiques sur les santé publique. Et je pense que c'est l'un des plus importants, je crois, de notre époque. C'est-à-dire que nous devons, autant que nous sommes, nous saisir de ce problème à bras le corps et pouvoir le dénoncer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que Léa parlait de l'identification des coupables. Elle a bien dit qui sont-ils. C'est des gens sans scrupules qui se font passer pour des représentants des grands laboratoires pharmaceutiques de grande renommée et qui, sans scrupule aucun, comme je l'ai dit tout à l'heure, décident comme ça de s'aimer la mort partout où ils passent. Alors, que peuvent faire les autorités respectives de nos pays pour le faire? Je pense aussi que des plateformes d'intégration comme celle de la CEMAC et de la CEDEAO sont nécessaires pour pouvoir mettre en place ce type de politique sanitaire commune. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans le débat avec Sampaounba qu'on peut trouver également des points positifs. Et je crois effectivement que la plateforme pour mettre en place des politiques de santé publique, nous l'appelons de nos voeux le plus vite possible. Michel Épée, dans ce sens-là, effectivement, un certain nombre de gouvernements ont pris des initiatives pour démanteler ces réseaux. En 2013, une quinzaine de ports des pays de la côte ouest africaine ont été investis par une ONG sud-africaine pour démanteler effectivement ces médicaments qui venaient par conteneurs entiers, notamment de la Chine et de l'Inde, où on peut effectivement retrouver des laboratoires clandestins qui fabriquent ces médicaments. La question est de savoir si on peut interpeller les autorités chinoises, les autorités indiennes pour amener ces autorités à démanteler à la racine ces laboratoires pour que ces médicaments ne soient pas déversés en Afrique. Peut-être je pourrais ajouter que c'est aussi au niveau de la cherté de ces produits pharmaceutiques-là qui encourage la vente de ces produits. Parce que les produits en pharmacie sont chers, c'est les produits qui sont légaux. Alors ça encourage les gens qui sont malades à se rapprocher de ces maladies-là, de ces médicaments. Merci Léa Tsam d'être arrivée sur ce plateau. Le fait économique, la situation macroéconomique de la Guinée-Bissau satisfait le Fonds monétaire international. De l'avis de Félix Fischer, chef de la mission du FMI, qui vient de boucler une visite de près de 2 semaines sur place. L'élection en mai 2014 de José Mario Mas au poste de président a mis un terme à la période de transition ouverte en Guinée-Bissau par un coup d'État militaire en avril 2012. C'est bien cet état de fait et c'est clairement celui-ci qui attire les bailleurs de fonds et qui pourrait permettre au pays de reprendre considérablement du souffle. Suivons ce reportage de Judith Koindo qui est déjà sur ce plateau et on en débat. La Guinée-Bissau a signé un accord de crédit mercredi avec le FMI d'un montant de 13,9 milliards de francs CFA. Ce montant à rembourser tous les 6 mois sur une période de 3 ans sera débloqué après son approbation par le conseil d'administration du FMI en juillet de l'année en cours. L'accord fait partie d'une initiative du FMI appelée Crédit rapide dont les bénéficiaires sont les pays dans une situation financière désespérée. Au cours d'une conférence de presse qui a suivi la signature de l'accord, Géraldo Martin, ministre de l'économie et des finances, a expliqué qu'à la fin de la mission, il y aura un document que le gouvernement présentera au FMI déclinant les objectifs à réaliser dans les 3 prochaines années. Géraldo Martin a déclaré que certains objectifs sont quantitatifs et d'autres sont d'ordre structurel. Fondamentalement, ces objectifs sont repartis dans 4 grands domaines, à savoir la collecte de l'impôt, la gestion des finances publiques, la gestion de la dette et finalement la récupération économique en améliorant l'environnement des affaires. La mission était en visite dans le pays depuis la fin du mois d'avril dans le cadre des consultations annuelles d'évaluation et de recommandations sur la situation macroéconomique et budgétaire de tous les pays membres. La visite a également servi la préparation d'un programme à un moyen terme entre le Fonds monétaire international et la Guinée-Bissau. Judith Koindo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau pour les questions économiques. Eh bien,
La Guinée-Bissau vient d'avoir une bouée de sauvetage, un nouveau souffle, puisque le FMI regarde ses activités macroéconomiques d'un bon œil. On voit bien qu'il y a une normalisation de la situation dans ce pays, normalisation politique et même normalisation économique par effet de conséquences. Oui, Carnot, avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser ici que l'information est une signature d'un accord de crédit entre le Fonds monétaire international et la Guinée-Bissau. Initié par le Fonds monétaire international appelé Crédit rapide, les bénéficiaires de ce crédit sont uniquement les pays qui sont dans des situations de finances désespérées. Alors, le pays est soutenu par le FMI dans un titre de programme de facilité de crédit élargi. L'application a été suspendue depuis la crise politique qu'il y a eu dans le pays et a expiré depuis 2013 en mai. Alors, pour que ce soutien du FMI soit valide, il faudra attendre jusqu'à ce que le conseil d'administration du FMI, qui aura lieu le mois de juillet, qui est en cours, pour que le FMI puisse donner son approbation pour que l'accord signé entre le Fonds monétaire international et le FMI puisse être valide. Alors, Michel Épée, très rapidement, parce que nous n'avons plus assez de temps, est-ce qu'on peut voir en cette opération, je veux dire, non pas une victoire, mais quand même, de la part des autorités bissau-guinéennes qui, pour le Fonds monétaire international aujourd'hui, constituent un bon élève? Je veux dire que cette signature consacre un peu le retour de la Guinée-Bissau dans le concert des nations, puisqu'il faut le rappeler, c'était longtemps le sanctuaire de tous les trafiquants, et d'une instabilité politique chronique pendant des années. Et je veux donc dire que la normalisation déjà démocratique par l'élection de l'équipe actuelle à Bissau démontre à suffisance effectivement que le pays a retrouvé une plateforme civilisée entre guillemets. Alors dont l'information déclinée tout à l'heure par Judith Koino répond à votre question, même si ce n'est que partiellement, puisque l'ensemble des conditionnalités ne sont sûrement pas réunies, mais il se trouve que le pays, comme elle a dit, est sur le chemin, effectivement, d'avoir cette relance financière. Comment cet argent va-t-il être utilisé très rapidement? Au fait, c'est un soutien qui permettra à la Guinée-Bissau de faire face à ces difficultés, surtout au niveau de la dette, et de permettre au gouvernement, aux autorités du gouvernement de la Guinée-Bissau de reprendre, disons, sur le développement de leur pays, surtout au niveau de la croissance économique. Surtout, nous savons que la Guinée-Bissau fait partie des 3e pays les plus pauvres au monde. 80% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est pour lutter aussi contre la pauvreté, disons. Merci, Judith Koindo, d'être venue. Très rapidement, en 2 minutes, je sais que la technique me signale déjà que le temps qui nous est imparti est déjà expiré, mais je demande sa clémence pour 2 minutes pour voir cette revue de presse concoctée par Michel Épée. Mon cher Carnot, l'ossature de la revue de la presse internationale de cette édition est tirée de 3 périodiques. Pour le journal Le Monde, sélection hebdomadaire datée du 9 mai 2014, 14 soldats français seraient accusés de viol en Centrafrique. Les auteurs de cet article, Cyril Ben-Simon et Sorine Silo, y affirment que l'affaire est embarrassante pour l'armée française et le comportement de ces soldats en opérations extérieures. Des militaires déployés en République centrafricaine dans le cadre de l'opération Sangaris sont soupçonnés d'avoir abusé sexuellement d'enfants lors de leur mission à Bangui, selon les informations révélées mercredi 29 avril par le quotidien britannique The Guardian. Les faits incriminés se seraient déroulés entre décembre 2013 et mai-juin 2014, lors des premiers mois de l'opération Sangaris, et d'après les informations obtenues par Le Monde, 12 garçons âgés entre 9 et 15 ans, dont des orphelins, auraient été victimes de viols commis par plus d'une dizaine de soldats français. Après avoir pris connaissance de cette affaire pour le moins sordide, relayée par le quotidien du Soir parisien, qui vient ternir l'image et porter atteinte à l'honneur de l'armée française, nous restons néanmoins sur le continent. Et grâce aux hors-séries diffusées par AM en date du mois de mai 2015, nous y apprenons que pour les femmes africaines, la révolution
est en marche. Pour Emmanuel Pontier, l'une des éditorialistes du magazine bimestriel panafricain diffusé à partir de Paris, son journal a choisi de faire honneur aux femmes, toutes les femmes d'Alger à Johannesburg. Une thématique immense, plurielle, centrale, avec de grandes disparités d'une région à l'autre, avec des avancées, des niveaux divers, dans des univers différents. C'est pourquoi nous avons délibérément souhaité ne pas parler des femmes, mais leur laisser la parole, affirmait-elle, non sans conviction. C'est à travers leurs propos que seront abordés tous ces sujets. Qui mieux qu'elles, au fil de leurs actions, de leurs combats, de leurs expériences et de leurs réussites, peuvent témoigner de l'évolution de la condition féminine au quotidien, arrachée pied à pied, domaine par domaine, année après année. Aussi, ajoute notre consoeur, elles appartiennent à la société civile, au monde de la politique, de l'humanitaire, travaillent dans de grands organismes internationaux. Elles sont chefs d'entreprise, stars du cinéma, de la danse ou du théâtre. Chacune apporte sa part de vérité, lève le voile sur les idées reçues. Nous faisons fort de clore ces revues de la presse internationale de ce jour, avec le hors-série de Jeune Afrique, consacré aux économies et singulièrement aux entreprises africaines, paru en kiosque depuis bientôt une dizaine de jours. Pour Frédéric Maury, qui signe dans ce journal un article fort intéressant dont le titre est « La planète pétrole est en danger ». Selon lui, soumise à l'effondrement des cours, l'industrie s'organise, réduisant les coûts et sélectionnant les projets. Mais les plus fragiles risquent de disparaître. Ce n'est pas tout. Plus dure sera la chute, s'empresse-t-il d'ajouter. Entre juin 2014 et janvier 2015, les coûts du pétrole sont passés de plus de 110 $, le baril à moins de 50 $. Depuis, les cours du brut ont légèrement remonté pour s'établir autour de 50 $ du baril. Plus de 50% du prix s'est volatilisé en quelques mois. Quelle industrie pourrait résister à un retournement de tendance si brutal? En Afrique, les premières victimes de ce spectaculaire revirement sont sans aucun doute les budgets publics de ce grand pays producteurs que sont l'Angola, le Nigeria et l'Algérie. Dans ces trois États, entre 60 et 80% des recettes budgétaires dépendent de l'or noir. Carnot, c'est ainsi que s'achève cette séquence dédiée à nos confrères que je me suis fait le plaisir de présenter ce soir. Michel Épée, merci de nous avoir présenté cette revue de presse sur le monde diplomatique, Afrique Magazine et Jeune Afrique, hors série consacrée aux économies africaines. Michel, merci d'être arrivé sur ce plateau. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle d'être là. Et à toute l'équipe technique. C'est la fin de ce numéro de 77 News. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.